Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Suicide, détresse psychologique, abrutissement, addiction. On ne compte plus les effets psychologiques néfastes de TikTok sur les plus jeunes. La ministre déléguée au numérique souhaite interdire l'accès à cette plateforme, à Snapchat et à Instagram aux moins de 15 ans. Et à l'Assemblée nationale, une commission d'enquête a été mise sur place pour tenter de mesurer l'impact de TikTok sur les mineurs. La commission est présidée par Laure Miller, député du camp présidentiel. Et le rapporteur de cette commission, c'est Arthur Delaporte, député socialiste du Calvados. Ils entendent Miloud Baraka, fondateur d'une agence numérique qui accompagne des créateurs de contenu. Il explique aux députés ce qu'il fait, comment il travaille, quels sont ses clients et quels sont ses liens avec TikTok. Immersion en commission. À tout à l'heure. Vous avez donc la parole et vous pouvez commencer par votre déclaration d'intérêt. Je précise que nous avons ici présent Madame la rapporteure, moi-même, Monsieur Vogetta, et en ligne quelques collègues également en visioconférence. Du coup, je suis ni un employé ni un représentant de TikTok, et TikTok fait partie de mes clients. Donc de vos clients, ça veut dire qu'ils vous versent des rémunérations Oui, facture, paiement. D'accord. Bon, alors est-ce que vous avez un propos liminaire pour commencer cette audition? On a, je crois, un PowerPoint pour accompagner vos propos qu'on va pouvoir diffuser si c'est opérationnel dans quelques instants. Mais si vous souhaitez commencer, et comme ça... je vais commencer rapidement à me présenter, mettre un peu de contexte le temps que les slides arrivent. Parfait. Du coup, pour les présentations, déjà merci pour le temps que vous m'accordez, et merci pour l'invitation. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on vient pour échanger et discuter. Je trouve ça important d'élargir le débat aux différents acteurs. Donc moi, ça va faire plus de 8 ans que j'entreprends dans le digital, en règle générale. Il y a 4-5 ans, on a commencé notre aventure sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Et petit à petit, on a commencé à chercher de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités. Et il y a à peu près 2 ans et demi, c'est là qu'on a capté l'intérêt et le marché grandissant du live. Voilà. Et c'est là que TikTok s'est présenté à nous comme étant une opportunité de continuer à développer nos compétences dessus. Donc ça va faire maintenant 2 ans qu'on s'est spécialisé sur TikTok Live. Voilà. Donc c'est un marché qui est nouveau, c'est une nouvelle industrie, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à construire. Ça, c'est pour la présentation liminaire. Du coup, le temps que la présentation arrive, ça va faire plus de 2 ans qu'on travaille aujourd'hui, 2 ans et demi même, je pense, sur la société Live Up Agency. On a 2 objectifs très simples. Le premier, c'est accompagner les créateurs de contenu à professionnaliser leur démarche en live sur TikTok. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, bien évidemment, en fonction de nos clients, c'est de leur apporter la visibilité dont ils ont besoin en fonction de leur projet et leurs demandes. Bon, il n'y a toujours pas la slide, mais j'avais fait une petite frise. C'est en train d'arriver. Ah, super. Dans quelques magnifique. instants. Bon, j'attends la petite frise comme ça. C'est dans une seconde, ça sera en ligne. Voilà. Donc nous, en tout cas, on le voit. C'est à l'écran. Très bien. Excellent. On peut passer direct à la slide suivante. Voilà, du coup, ici, c'est une petite frise chronologique qui résume un petit peu les différents prix et événements auxquels on a pu prendre partie. On ne va pas s'étaler, on a reçu 8 nominations, que ce soit pour nous récompenser pour notre travail à l'échelle nationale, européenne ou même internationale. La dernière en date, c'était en mars, c'est tout récent, ça fait 2 mois. On a remporté le prix de l'agence Live MCN of the Year, ça veut dire Multi-Channel Network. Et c'est pour récompenser la diversité de contenu qu'on est capable de proposer aujourd'hui sur TikTok. C'était en présence de plus de 80 agences leaders sur le marché européen. Donc ça, c'est un petit peu l'aboutissement du travail qu'on effectue depuis 2 ans. Et pour revenir un peu au débat principal, donc je vous invite à passer à la slide suivante. Voilà. La force de Live Up aujourd'hui, c'est notre capacité d'accompagnement et la pédagogie qu'on a mis en place en amont même de toutes les commissions qui ont lieu et des échanges qu'il y a eu. Donc ça va faire plus de 2 ans qu'on travaille sur ça. Donc je vous invite à passer à la slide suivante. Ouais, il y a 4 choses que j'aimerais porter à l'attention des personnes qui se demandent comment on travaille, en tout cas sur la partie accompagnement et pédagogie.
Donc nous, déjà, une première chose qu'on a faite, c'était fin 2023, quand on a vu le marché qui commençait à se développer, on a vu beaucoup d'acteurs arriver. On s'est dit, oula, il y a beaucoup d'agences, il y a des choses qui arrivent et sur lesquelles je pense que comme c'est flou et que c'est nouveau, il y a une zone grise, ça serait bien que on soit un peu proactif. Et c'est là qu'on s'est dit qu'on allait faire la première charte déontologique sur le live. Donc on l'a faite, elle fait plus de 15-20 pages. On s'est entouré de personnes qui connaissaient leur métier pour nous aider à la faire. Donc là, c'est qu'une question de temps pour avoir des signataires parce que toutes les agences veulent collaborer avec nous. Et en ce sens, on aborde bien évidemment les questions éthiques, les questions sur la protection des mineurs, etc. etc. Bien évidemment que on a mis en place des process parce que comme on est là pour professionnaliser et accompagner les créateurs de contenu, c'est qu'à la base, ils ne savent rien faire. Et donc, il faut leur apprendre qu'est-ce que c'est que communiquer, comment faire sur un live, quels sont les guidelines à respecter, etc. C'est pour ça qu'on fait des formations continues et hebdomadaires auprès de nos créateurs de contenu. Donc régulièrement, on a des nouvelles personnes qui nous sollicitent pour rentrer au sein de l'agence et on leur dit attention, il y a des conditions, il faut être sérieux, il faut travailler. Voilà les différentes formations. Concernant le sujet très précis de les mineurs sur TikTok, je sais pas si, je pense que vous le savez, mais typiquement aujourd'hui, n'importe qui veut mettre une carte bancaire ou dépenser 1 euro, il est sujet à une KYC, donc il est obligé de mettre sa carte d'identité. Moi, je l'ai su en faisant du live. En fait, on a beaucoup de nos créateurs qui, des fois, c'est un exemple, après on rentrera dans les détails, mais ils mettent des trucs qui changent la voix pour faire rire l'audience. Et si la voix est jugée un peu trop enfantine, ils se font bannir directement de TikTok. Il faut qu'on présente des justificatifs. Donc, il y a quand même des mesures qui sont mises en place. Et ça, c'est l'IA qui le fait. Et toujours de la part de TikTok, en fait, on a quand même un rôle, je mets entre guillemets, de modérateur, dans le sens où on est tenu responsable par TikTok de la qualité de contenu qui est diffusée par nos créateurs de contenu. En ce sens, comme j'ai expliqué, il y a ce qu'on appelle un score de santé et des amendes qui sont imputées directement aux agences avec des taux un peu qui sont calculés en fonction du nombre de créateurs actifs. Il ne faut pas dépasser 0,8%. Enfin, il y a plein de trucs un peu compliqués. Et du coup, c'est des choses qu'ils ont mis en place, notamment les scores de santé. Une agence, typiquement, qui a un score de santé qui descend en dessous de 50, elle peut ne plus pouvoir exercer sur TikTok. Voilà. Je vous invite à passer à la slide suivante. Voilà. Une industrie nouvelle, c'est ce que j'expliquais au début. En gros, le live, ça fait longtemps qu'on connaît et qu'on existe, mais la façon dont TikTok aborde la question, c'est un peu différent, même s'il y a des mécanismes de base qu'on retrouve un peu présents sur tous les autres réseaux sociaux concernant le live. Donc j'illustre un peu plus le propos sur la slide suivante. Voilà, nous, ce qu'on a identifié, c'est que quoi qu'il arrive, comme c'est nouveau, ça va vite. Il y a un besoin réel de formation. Je parle surtout que ce soit pour les créateurs de contenu ou pour les personnes qui désirent se lancer sur le marché du live en tant qu'agence. Il y a clairement un besoin et c'est normal, c'est nouveau, ça fait 2 ans que ça existe. Créer un diplôme sur ça, c'est difficile, mais c'est un besoin qu'on a identifié. Après, ce qui est sûr, c'est que ça crée des opportunités de nouveaux métiers. Nous, on le voit. C'est quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui d'arrache-pied. D'ici septembre, je touche du bois, on devait ouvrir la première académie live avec une vision où on peut permettre à des influenceurs d'être salariés d'une boîte, etc. Bref, c'est des sujets sur lesquels on discute et qu'on travaille, mais le but, c'est toujours d'aller plus loin dans comment permettre aux gens de communiquer de la bonne manière et comment s'assurer que leur contenu est pertinent, parce que le problème qu'il faut savoir aussi, nous, en tant qu'agence, c'est que je ne suis pas responsable de ce que quelqu'un dit sur les réseaux. Malheureusement, il n'y a pas de censure, quoi. On aura beau le former, l'accompagner, si un jour il se connecte à 2h du matin, il n'est pas dans un état normal, il raconte n'importe quoi, j'aurais beau le former, on n'est pas responsable de ça. Donc si demain c'est quelqu'un qui est salarié et qui travaille sur des heures de bureau, forcément il y a un peu plus de contrôle et donc on peut mieux, en tout cas, accompagner ces gens-là à s'assurer que la charte soit respectée. Et ce qui est bien aussi, c'est que ce qui nous a distingué LiveUp, c'est qu'au-delà d'avoir mis en place des formations, c'est qu'on a créé des logiciels qui nous permettent de mieux accompagner et donc du coup ce qu'on appelle de gamifier l'expérience de nos créateurs de contenu au sein de l'agence. Donc on en a 2, on en a le premier qui s'appelle Live Success. Dessus, pour trouver toutes ces formations, il a directement le point de contact avec son manager, il a différentes missions qu'il doit effectuer dans la journée. Enfin, on a vraiment rendu ça très gamifié pour s'assurer que les influenceurs avec qui on échange, ils ont envie de s'impliquer dans une démarche qui soit positive pour tous. On peut passer à la slide suivante et direct enchaîner à la deuxième. Voilà, donc je vous en prie. Super. Donc moi, la première question qui a été soulevée une fois, je crois, durant les auditions, c'est est-ce que ça serait intéressant de faire de la discrimination positive en proposant des contenus adaptés?
Moi, je suis totalement pour, dans le sens où aujourd'hui, c'est vrai, hein, les mineurs sont exposés à beaucoup de contenu, mais je ne vois personne qui est spécialisé, comme quand j'étais petit, je regardais C'est pas sorcier à la télévision. Il y avait des choses qui étaient proposées. Quand j'étais jeune, je voyais des programmes télévisés adaptés, donc ça captait mon attention. Aujourd'hui, je trouve que c'est pauvre, donc forcément, s'il n'y a pas une diversité de contenu qui est naturellement impulsée et poussée, ben, on se retrouve dans des situations où ben, il y a des contenus qu'on n'aurait peut-être pas envie qu'un mineur trouve sur TikTok. Mais s'il n'y a rien qui est proposé, c'est compliqué. Ensuite, bien évidemment, il y a beaucoup de gens qui l'ont signifié, la prévention auprès des parents. Moi, je trouve ça hyper important. Les parents, ils ont un rôle dans l'éducation de leurs enfants. Et donc forcément, la chose la plus basique, c'est on limite le temps d'écran des enfants. Temps de l'écran, quel que soit le support qu'il veut consulter. Et j'ai entendu des démarches intéressantes autour des écoles. Moi, je trouve ça intéressant de faire des écoles, des sanctuaires où il y a des interactions sociales réelles qui ne sont pas forcément bridées par un téléphone, quoi. Moi, je trouve ça très bien de se dire demain, les enfants qui rentrent à l'école, ils posent leur téléphone dans un petit casier et ils passent leur journée normale. En cours de récréation, ils discutent, ils échangent avec les jeunes. Vous êtes sur LCP au cœur de la commission d'enquête TikTok qui auditionne Miloud Baraka. Il est entrepreneur, cofondateur d'une agence de marketing numérique. La commission d'enquête est présidée par Laure Miller, député du camp présidentiel. Et le rapporteur, eh bien, c'est Arthur Delaporte. Ils ont tous deux beaucoup de questions et ils attendent des réponses. Je voulais savoir si vous pouviez un peu plus rentrer dans le détail sur les lives, et notamment les live matchs. Comment ça fonctionne? Quel est l'objectif? Comme vous êtes spécialisé vraiment sur les lives, je voulais que vous puissiez peut-être un peu rentrer dans le détail pour qu'on puisse comprendre voilà, quels sont les objectifs. Je voulais aussi rebondir sur la charte déontologique que vous avez évoquée. Est-ce que vous pourrez nous la faire passer, qu'on puisse en prendre connaissance? Est-ce qu'elle doit être respectée par les TikTokers que vous accompagnez? Et si elle ne l'est pas, est-ce que vous avez déjà eu des cas où elle ne l'était pas et quelles sont les conséquences que vous avez pu en tirer? Vous dites que vous êtes tenu responsable par TikTok de la qualité des contenus. En tout cas, c'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure, je l'ai noté, qui sont mis en place. Et vous avez parlé du score de santé. Est-ce que là encore, vous pouvez peut-être rentrer un peu plus dans le détail? Quels sont les critères selon TikTok qui vous sont entre guillemets imposés? Est-ce que vous avez déjà eu des situations dans lesquelles, en effet, TikTok venait vers vous pour vous expliquer que tel ou tel contenu ne fonctionne pas? Voilà, est-ce que vous pouvez un peu rentrer dans ce détail-là? Et puis, une autre question qui porte sur votre rémunération. Vous expliquez sur votre site internet que votre agence, en tout cas, que vous n'avez pas de lien de rémunération avec la personne que vous accompagnez et qu'elle est à 100% bénéficiaire de ce qu'elle va pouvoir récupérer sur le réseau social. Donc, comment est-ce que vous vous rémunérez? Vous avez parlé tout à l'heure de TikTok. Est-ce que c'est votre seul, finalement, lien de rémunération aujourd'hui? Voilà pour l'instant mes questions. Ça fait 5-6 questions d'un coup, genre, je ne saurais pas m'en rappeler de toutes. Voilà, je vais essayer d'y répondre de ce que je me souviens. Je crois que la première question que vous m'avez adressée, c'est concernant les live matchs. Donc en gros, il y a plusieurs catégories de live. Il y a ce qu'on appelle des live guests, il y a des live gaming, il y a des live match, et ensuite il y a plein de différents lives comme des lives artistiques, etc. Et donc les live match, l'objectif c'est pour voir, en gros, ces deux influenceurs qui vont se retrouver sur un seul live. Okay, ils seront un face à face. Et il y aura deux communautés différentes qui sont ramenées par ces influenceurs. Okay, et l'objectif, c'est de soutenir, que ce soit par des tapotages, des partages, des likes, des commentaires ou des dons, l'influenceur au cours de ce match qui va durer 5 minutes. C'est une durée limitée systématiquement ? Ouais, c'est une durée limitée, ça dure 5 minutes maximum. Et ensuite, si l'influenceur ou sa communauté a envie de continuer, ils peuvent relancer un match et continuer à faire le live et discuter, papoter, échanger des sujets, se faire des défis. Donc c'est un peu ça le principe des matchs aujourd'hui. Et puis le remettre ensuite. Oui, je me permets du coup. Donc ça dure 5 minutes. Et pourquoi vous vous êtes spécialisé là-dessus? Parce que derrière, en fait, il y a de la rémunération qui est générée si des dons sont effectués. C'est quoi l'intérêt en fait pour une personne présente sur TikTok de privilégier le live par rapport à d'autres formes de publication? On ne s'est pas spécialisé sur les live matchs, on s'est spécialisé sur le live en général. Donc il y a vraiment ces 4-5 verticales. Et en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que avant qu'il y ait les réseaux sociaux, quand un artiste de rue performait, il posait son petit chapeau et c'était au bon vouloir des gens de le soutenir ou de ne pas le soutenir. Aujourd'hui, TikTok permet de faire ça sur son téléphone. C'est-à-dire que les gens y passent,
S'ils ont envie d'interagir, ils peuvent s'abonner, liker, partager, ou des fois faire un don qui va de 1/10 de centime d'euro à plusieurs euros. C'est libre voire plusieurs centaines. Ouais, ça dépend en fait de l'envie des gens et du budget qu'ils ont. Mais si je poursuis sur cette métaphore, je me permets de continuer. On va dire que la personne qui avait son chapeau dans la rue, elle n'était pas forcément millionnaire. Là, c'est quoi, par exemple, dans les personnes que vous accompagnez, les plus gros revenus mensuels dégagés via l'activité live, par exemple? C'est une fourchette qui varie. En gros, je crois que les plus petits influx, ils font entre 10 et 15 euros par mois. Et en gros, c'est des tranches. Donc le top 0,00001%, comme dans l'activité, je veux dire le top 0,01% des gens les plus riches, ils font des milliards. Bah, aujourd'hui, un TikToker qui est très performant sur le live en général, il va pouvoir générer entre 10 000 et 20 000 euros par mois. Okay, en chiffre d'affaires. Et vous, dans les personnes que vous accompagnez, c'est qui, par exemple, vos principaux, enfin ceux qui dégagent le plus de revenus comme ça? Aujourd'hui, c'est des influenceurs qui jouent aux jeux vidéo. Les plus performants chez nous aujourd'hui, ce sont des gens qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Et ce qui est bien en fait dans le live, c'est que c'est des gens, entre guillemets, c'est des nobody. Dans le sens où c'est pas des gens qui ont des millions d'abonnés. Je pense qu'on a beaucoup de personnes dans l'agence qui génèrent plusieurs milliers d'euros. Donc c'est leur profession, ils vivent de TikTok Live aujourd'hui et ils ont qu'entre 20 000 et 30 000 abonnés. Donc notre top performer de l'agence, il a 150 000 abonnés. Et en fait, c'est ça qui vient un peu disrupter l'économie aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, un influenceur live, il n'a pas beaucoup d'abonnés. Il a des gens qui viennent et qui restent sur le live pour interagir. C'est ça la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'abonnés n'a aucune corrélation avec les revenus générés par un influenceur en live. Si on rentre un peu dans le détail, de quelle façon vous les formez, quels sont les conseils que vous leur donnez et comment est-ce qu'on performe pour faire un live, voilà, si on vient vous voir, quels sont les conseils que vous donnez? Bah, en gros, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que comme c'est un nouveau marché et que personne ne connaît comment ça fonctionne, il y a beaucoup de gens qui viennent dans leur tête avec un rêve de « je veux devenir connu, je veux être un influenceur, etc. etc. » Et comme tout, c'est comme un athlète professionnel. Il y a les amateurs et il y a les professionnels, dans le sens où il y a des gens qui veulent en faire leur métier et vivre de leur passion. Okay, donc nous, le premier truc qu'on va voir, c'est une question basique, c'est pourquoi tu veux devenir liver en fait. C'est quoi tes motivations sincères en gros à la base, qu'est-ce qui te fait que tu as envie de devenir liver? Et nous, on attend de ça souvent deux réponses qui sont très simples. La première, c'est je suis curieux, j'ai envie d'apprendre, ou je veux que ce soit mon métier. Si c'est une réponse qui sort de ça, on sait que de base, l'intention, c'est pas quelque chose qui va matcher avec les valeurs de LiveUp en tout cas. Okay, donc c'est où tu es curieux et tu as envie d'apprendre, ou tu as envie d'en faire ton métier. Et à partir de là, c'est le parcours du combattant, parce qu'il y a des milliers de créateurs de contenu qui publient sur les réseaux. Et donc comment faire pour justement capter une toute petite part d'attention pour pouvoir commencer à exister. Mais ce qui est bien dans tout cet écosystème, c'est que comme c'est le début, dès que quelqu'un fait un contenu de qualité, il se démarque automatiquement. Parce que comme c'est très accessible, il y a beaucoup de gens qui font du contenu, mais les 90% des contenus de gens qui ne sont pas accompagnés, ben, ils se contentent de prendre leur téléphone et de liver depuis leur chaise ou allongés, avachis, avec une mauvaise luminosité. Donc tout ça, ça fait que les gens n'ont pas envie d'interagir avec quelqu'un qui n'est pas respectueux des personnes qui viennent sur son live. Donc les premiers conseils qu'on donne basiques, c'est tiens-toi droit et une bonne lumière, une bonne connexion Internet et prépare les sujets avec lesquels tu as envie d'échanger avec ta communauté, créer un sujet de discussion. Donc c'est la base des bases, c'est-à-dire comment capter l'attention des gens, c'est se créer une communauté avec des sujets captivants. Alors, je comprends bien, la qualité porte plutôt sur l'apparence, en tout cas, pour que donner envie, pour que l'image, la première image que quelqu'un va avoir en regardant le live soit une image favorable, on va dire. Mais sur le fond, est-ce que vous leur donnez des conseils sur des sujets ou des façons d'être, de se comporter, d'interpeller, qui peuvent finalement capter l'attention, comme vous dites, parce que c'est en quelques secondes, si je comprends bien, qu'il faut réussir à faire rester les individus. Est-ce que vous donnez des conseils aussi sur les sujets dont ils doivent s'emparer? Ouais, en gros, c'est que, quoi qu'il arrive, comme je dis, il y a plusieurs phases. Quand la personne ne connaît rien, il faut bien qu'elle commence par quelque chose. Donc, c'est être bien présentable, avoir une bonne luminosité, commencer à échanger des sujets qui te passionnent. D'accord ? Mais nous, LiveUp, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est un baromètre de la société. C'est pas nous qui savons, c'est pas nous on ne donne pas d'ordre à nos influenceurs sur quel contenu ils doivent faire. On sait le contenu que les gens ont envie de voir. Elle est là la nuance. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs
qui décide de consommer tel contenu ou pas tel contenu. Et parce qu'on a beaucoup d'influenceurs, on sait les contenus avec lesquels les gens sont les plus susceptibles d'interagir. Et comment vous le mesurez, ça? Vous avez un baromètre des meilleurs contenus? Non, en fait, c'est juste qu'on a des dizaines de managers qui discutent tous les jours avec les influenceurs et on sait que nos influenceurs sont tout le temps en live. On en a à peu près entre 600 et 800 actifs par jour. Donc on a de la data qui vient du marché tous les jours. Donc on sait tout de suite, dès qu'il y a un live qui fonctionne, oh, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Ah ok, trop bien, il a créé un nouveau jeu. Ah ok, c'est quoi ton jeu? Ok, super. Et du coup, on va appeler d'autres influenceurs, on va leur dire, écoute, est-ce que ça t'intéresse de faire comme lui? Tu as envie de faire une participation à son live? Il a interviewé telle personne. Ah ok, tu as envie de l'interviewer aussi? Allez, super, on va la ramener, on va discuter. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. Mais c'est pas nous qui inventons les sujets de discussion, c'est ceux avec quoi les gens réagissent le plus qui nous permet de définir qu'est-ce qui fonctionne en fait. Est-ce que vous avez des exemples récents, par exemple, de lives qui ont vraiment bien fonctionné et que vous pouvez nous témoigner? Ça dépend de la métrique qu'on prend. Qu'est-ce que c'est qu'un live qui fonctionne bien pour vous? C'est vous qui allez nous répondre. Ça rapporte de l'argent, ça rapporte des vues, je sais pas, c'est quoi un live qui fonctionne bien? En fait, il y a plusieurs KPI, ça dépend des objectifs de l'influenceur, pas forcément de l'agence, parce qu'encore une fois, l'influenceur, il fait ce qu'il veut. S'il veut quitter l'agence, il appuie sur un bouton, en 30 jours, il est libéré. Donc, quand bien même on l'aura accompagné pendant 1 an, on lui a tout appris, on lui a appris à gagner beaucoup d'argent, si un jour il n'est pas satisfait pour X, Y ou Z raison, il peut nous quitter. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on n'a pas de lien financier direct avec l'influenceur. C'est que 100% des gains qu'il génère en live, il les conserve. Nous, on prend rien sur les gains qu'il génère. Mais vous avez un pourcentage quand même sur les gains qu'il génère en plus? Non, c'est pas ça. En gros, sur chaque euro généré, chaque euro dépensé sur TikTok Live, il y a 50 centimes qui va à l'influenceur, 50 centimes qui va chez TikTok. Et dans les 50 centimes de TikTok, il y a une toute petite commission qui est reversée à l'agence. Oui, mais donc c'est quand même lié à ce que... En fait, vous êtes quand même rémunéré en proportion de ce qui va être dépensé sur un live pour financer un influenceur. C'est-à-dire que vous allez quand même avoir une rémunération qui est proportionnelle au gain de l'influenceur. C'est un peu plus compliqué que ça, mais il y a un fond de vérité. Alors c'est quoi comment c'est plus compliqué? Parce que nous, c'est ce qu'on cherche à comprendre, c'est les mécanismes de financement, etc. Après, c'est pas moi qui... En gros, ce qu'il faut se dire, c'est que TikTok crée les règles du jeu. Okay, et ils ont, eux, des algorithmes un peu spécifiques qui calculent les rémunérations. Donc, en fait, il n'y a pas une règle. C'est très compliqué pour moi de répondre simplement à la question parce que eux, ils ont rendu le système de sorte à ce que, en gros, pour faire simple, oui, plus une agence arrive à générer, que ce soit des vues ou ce qu'on appelle des diamants sur TikTok, il y a une corrélation entre une augmentation de diamants et la rémunération d'une agence. Il y a une corrélation. Mais il y a aussi des indices de performance qui viennent s'ajouter à cela. Et si une agence sous-performe, entre guillemets, par rapport au marché ou par rapport à ceci, par rapport à cela, si elle n'apporte aucune plus-value, si elle n'arrive pas typiquement en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est notre capacité à accompagner les créateurs débutants qui est important. Donc une agence doit tout le temps rester compétitive auprès des petits créateurs de contenu. Donc c'est pour ça que c'est difficile de donner une règle générale. Mais pour répondre simplement à votre question, oui, il y a un lien de corrélation entre le chiffre d'affaires généré par un influenceur et la commission finale perçue par une agence qui est intermédiaire. Il y a une corrélation, mais ce n'est pas si direct et si facile que ça. Oui, est-ce que vous pouvez quand même nous donner des exemples de live, même si en effet la réussite d'un live est peut-être différente pour chacun, mais que vous avez considéré comme assez remarquable ces derniers jours, par exemple? En gros, il y a la métrique des vues et il y a la métrique peut-être du soutien que la communauté a apporté à l'influenceur. Donc sur la métrique des vues, souvent ce qui marche bien sur TikTok, c'est les interviews. Honnêtement, nous on le voit, dès qu'il y a un sujet X, Y, Z qui a pop dans l'actualité, si un influenceur arrive à discuter avec la personne en question, ça crée tout de suite beaucoup d'engouement. Il y a une actualité qui est aperçue, hop, on fait monter les gens, on discute, parce qu'on peut monter jusqu'à 8 dans un live, ça s'appelle un guest, et ça peut monter à 1200, 1300 spectateurs instantanés, ça peut aller très très vite. Et ensuite, sur tout ce qui est la partie soutien de la communauté auprès d'un influenceur, ça va être surtout c'est de l'entertainment. Plus un influenceur arrive à captiver l'attention de son audience en proposant exemple, quelqu'un qui fait un one-man show, qui est très compétent à faire rire les gens, demain sur TikTok, il monétisera beaucoup.
Parce que les gens, ils vont dire « Oh, c'est trop bien ce que tu fais, je peux te soutenir un petit peu ». Il va dire ouais, « Fais-moi un commentaire, ça me suffit ». S'il a envie de donner un dixième de centime, il donne un dixième de centime. Donc, en fait, c'est vraiment ça. Moi, ce que je vois, c'est la capacité à performer. Vraiment, quand je dis performer, c'est au sens littéral du terme. Et on a des influenceurs, par exemple, justement ceux qui jouent aux jeux vidéo, ils sont vraiment très forts pour discuter avec la commu, ils les font interagir avec le gameplay, ils leur donnent du pouvoir sur le gameplay du créateur de contenu, et ça fait qu'en fait, tout de suite, on a envie de parler avec lui, il y a un capital sympathie qui se crée, et on se dit, oh, mais il est trop bien, en fait, ça peut devenir mon copain, et c'est ça qui se passe, en fait, c'est que les gens, comme une chaîne télé, en fait, c'est vraiment, il faut un liveur professionnel, c'est comme un présentateur télé qui a sa chaîne, il va mettre ses heures de live, il y aura un programme qui est planifié, comme ça les gens ils savent quand est-ce qu'il va liver et ils l'attendent au rendez-vous. C'est là qu'on arrive à un haut niveau de professionnalisme et c'est ce qu'on observe, c'est le point commun à tous les performeurs, c'est qu'ils ont une hygiène de live irréprochable, les gens ils savent quand les retrouver et ils créent avec leur communauté les contenus qui vont leur plaire aussi, c'est-à-dire qu'ils vont créer des groupes avec leurs différents abonnés, ils vont dire « Ah, j'ai une idée de live, est-ce que je fais ça la semaine prochaine ?» Et ils vont discuter, dire « Ah non, moi je préférais que tu fasses ce jeu-là ou que tu penses à ça. » Ah ok, et du coup, comme il est constamment au contact de la commu, constamment il propose ce que les gens ont envie de voir. Et donc là, vous avez dit tout à l'heure, en fait, ceux qui performent, c'est aussi ceux qui, on se dit, tiens, c'est un peu comme un copain. Enfin, c'est un peu ce que vous voulez reconnaître. Enfin, ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'on va sentir une forme de proximité. Et nous, dans notre commission d'enquête, l'un des enjeux, c'est de se dire que ces relations de proximité, relations parasociales, peuvent des fois générer des problèmes de dépendance, voire d'addiction aussi, et même tout le système de gamification que vous évoquez un petit peu va aussi générer des conduites addictives. Est-ce que ça, c'est des choses dont vous avez conscience, et est-ce que, voilà, pour vous, ça peut pas des fois donner aussi des choses problématiques avec des gens qui vont donner de l'argent parce qu'ils vont vouloir être potes avec l'influenceur, et derrière, en fait, voilà, se retrouver un peu exploité aussi indirectement par les influenceurs, certains. Alors du coup, c'est une bonne question, parce que moi, je pars du principe que quelle que soit la chose, à l'excès, c'est mauvais. Quelle que soit la chose, à l'excès, c'est mauvais. Et en fait, la première fois qu'on a eu un cas un peu tendu, c'était il y a plus d'1 an et demi, 2 ans. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc à faire, c'est que c'était pas quelqu'un de notre agence, mais c'est une influenceuse fille. Et en fait, on a eu beaucoup de retours qu'elle faisait croire qu'elle avait des relations amoureuses avec certains de ses fans pour obtenir plus d'argent. Ce jour-là, je me suis dit, ok, en fait, c'est pas juste du showman, il y a des gens qui ont des intentions un peu... Disons qu'ils ont réfléchi à 2 fois à comment ils allaient aborder les lives, etc. Et quand j'ai vu ça, en fait, de mes propres yeux, que ça coûtait très cher à la pauvre personne, hein, c'était une victime, hein, littéralement, genre, ça lui a coûté très cher d'avoir fait cette erreur-là, de penser qu'elle avait une relation amoureuse avec cet influenceur. Et ben, en fait, nous, au sein de l'agence, on a mis en gros une sorte de barrière émotionnelle. On explique aux influenceurs que les interactions qu'ils ont avec leur communauté doivent s'arrêter sur TikTok et uniquement en live. Parce qu'on a aussi des fois pu observer, et c'est normal parce qu'il y a une détresse sociale partout, que ce soit sur n'importe quel réseau social, on sait qu'il y a des influenceurs qui reçoivent des centaines de messages de gens qui disent « Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, j'ai tel problème, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Comme je leur explique, parce que aussi il faut penser à la santé mentale de nos influenceurs, dans le sens où eux aussi, quand ils se font solliciter, c'est humain de se dire « Ok, je vais essayer de t'aider ». C'est la pire chose à faire. À chaque fois qu'une interaction de TikTok est sortie dans le monde réel, ça s'est jamais bien fini parce que ça part d'une bonne intention, mais tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas aider les gens, tu ne sais pas si la personne qui t'a contacté, elle est bien intentionnée ou pas bien intentionnée. Donc en fait, pour répondre à la question, nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'ils ont un travail de showman sur TikTok et que dans la mesure du possible, il faut être bienveillant en live et répondre aux questions en live, mais ne jamais sortir de TikTok. Donc c'est ça la guideline qu'on a mis en place. Mais on ne leur dit jamais il ne faut pas pousser en fait quelque chose qui n'est pas naturel ou quoi que ce soit. Et dès qu'il y a un problème qui est signalé, en fait, on leur donne une phrase typique, c'est je comprends ce qui t'arrive, écoute, on a des périodes difficiles dans la vie, je t'invite à te rapprocher de tes proches ou de tes amis si jamais tu as besoin d'aller plus loin ou quitte à conseiller à discuter avec un expert du domaine. C'est ça la phrase basique qu'on donne à nos influx si jamais il y a quelqu'un qui devient un peu trop insistant ou qui devient un peu trop... c'est malsain, quoi, on le sent. Madame la rapporteure.
Oui, dans la liste des questions que je vous avais donnée au départ, je voulais vous relancer sur à la fois la charte déontologique. Je vous avais demandé si elle était respectée par l'ensemble de vos influenceurs. Si tel n'est pas le cas, quelles sont les conséquences? Et le deuxième élément sur lequel je voulais vous interroger, c'était, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez tenu responsable par TikTok par la qualité du contenu qui a été mis en place par vos influenceurs. Je voulais que vous puissiez pousser un peu cette réflexion, nous dire la question des amendes, du score de santé, qu'est-ce que concrètement ça implique? Merci. Déjà sur la charte, c'était... En fait, nous, la charte, elle est plus faite pour réunir les différents acteurs du live, pour que eux, ils fassent leur maximum pour l'implémenter sur leurs créateurs de contenu. Parce que je pense que vous le savez, en gros, nous, on a plus de 2800 influx. Sur les 2800, on en a à peu près 1200 actifs. Comme je dis, on est des êtres humains, on ne peut pas s'assurer que chacun d'entre eux respecte. Et donc, en fait, c'est plus... Cette charte, pour moi, déontologique, c'est une façon de créer un consensus pour professionnaliser la démarche auprès des agences. Parce que moi, je préfère parler avec tous les directeurs d'agences qui, eux, totalisent 10 000, 15 000, 20 000 influx et qui vont, eux, s'assurer au quotidien de mettre en place les mêmes outils pédagogiques que nous, on a mis en place. C'est surtout ça, en fait, pour moi, l'objectif, parce que c'est comme ça qu'on sera le plus efficace. Parce que tous les influx vous diront oui, 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 ils vont tous signer, et le jour où on va leur dire « Ah, mais la conséquence, c'est que du coup, on te vire de l'agence, ah, ben d'un coup, tout va changer ». Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le vrai problème, c'est comment dans l'application on va aller au bout. Bah, c'est possible. Et donc, comme vous disiez, c'est quoi la conséquence? Le seul pouvoir juridique qu'on a, c'est le virer de l'agence. C'est tout ce qu'on peut faire, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, ouais, bien, plein de fois. En fait, tous les mois, on fait entre guillemets du nettoyage, quoi. Tous les mois, on supprime les créateurs de contenu qui sont pas... Combien on supprime? Ouais. Je sais pas, ça dépend... je dirais en moyenne entre 20 et 100 par mois en fonction de... Et vous en accompagnez une centaine? 600, c'est ça? 700? Non, un peu plus. On en a actif, je dirais 1200. 1200. Donc ça veut dire que vous écrémez en gros 10% de vos effectifs tous les mois, quoi. À la louche, ouais. Ce qui est quand même beaucoup, non? C'est-à-dire que ça pose des problèmes derrière. Enfin, ça révèle aussi qu'il y a quand même pas mal de dérives chez les créateurs. Dérive, oui et non. En fait, c'est plus quels sont les intérêts de l'agence, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'influenceur il n'a pas envie, il ne fait pas les choses qu'il faut, etc., ben, on n'a pas besoin de le garder. Donc en fait, c'est une logique aussi de... C'est pas une logique forcément de... C'est plus moi, ma société, quelle est ma vision. Si ça ne matche pas avec quelqu'un, je ne vais pas me forcer, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est la pire personne sur Terre. Typiquement, moi, c'est tout simple. En gros, dès qu'un influenceur commence à vouloir être professionnel, on se comporte avec lui comme si on était des coachs sportifs. Okay, donc, c'est-à-dire qu'on va mettre en place avec lui un calendrier de live. Tu n'as pas respecté 3 fois d'affilée le propre calendrier que toi, tu as fixé. Tu prends un blâme. La 5e fois, on te vire. Parce que je ne vais pas mettre des ressources sur toi alors que quelqu'un d'autre a envie de progresser. Donc c'est des trucs aussi bêtes que ça. Il ne s'est juste pas connecté 4-5 fois d'affilée alors qu'il était censé le faire, ou il n'a pas honoré un rendez-vous. Donc ça s'arrête là, en fait, les raisons pour lesquelles on peut bannir, tout comme on peut virer un créateur de contenu, comme j'expliquais, qui a fait un contenu qui n'était pas respectueux sur TikTok, qui a eu des propos déplacés, bah là forcément aussi on ne veut pas le garder, quoi. Juste, je ne suis pas sûre d'avoir... j'ai peut-être pas écouté, mais vous êtes combien dans l'agence? On est à peu près 1200 actifs. Salariés qui accompagnent les... Pardon, en gros, il n'y a pas de salariés, ce sont que des gens qui sont... c'est des prestataires de services qui effectuent du temps partiel. Donc en gros, comme on a créé des outils pour automatiser, la personne travaille maximum 4-5 heures par semaine, max, grand max. Parce qu'on a des outils qui permettent d'automatiser. Donc du coup, c'est vraiment en plus un suivi psychologique, ça va être répondre aux questions basiques auxquelles notre logiciel ne peut pas répondre. C'est ça qui fait qu'on est relativement performant, c'est qu'on arrive à créer une expérience gamifiée. Et aussi, il ne faut pas oublier un truc qui est très important, c'est que on ne va pas venir regarder constamment tous les lives de tous nos influenceurs. Ça, c'est humainement pas possible. Quand on en a 800 actifs à l'instantané, on n'a pas de salle de contrôle, on n'a pas les moyens de le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que comme tous les influx, ils discutent entre eux, etc., ben, naturellement, au sein de l'agence, ça sait nous rapporter les informations sur lesquelles il y a des points de vigilance. Et donc, en gros, chaque manager a une équipe de liveurs qui doit gérer, et donc c'est ou l'influenceur de façon spontanée qui va venir contacter le manager, ou auquel cas, comme dans 99% des cas, une fois que le mec est formé et qu'il a accompagné, ben souvent il n'a pas forcément besoin de plus d'accompagnement que ça, parce qu'il a compris, il a fait son contenu, et donc au final notre travail s'arrête au bout de 2-3 mois. Au bout de 3 mois, la personne est très performante, et elle a besoin que d'un appel par mois, qui dure 1 heure, ça s'appelle un audit. Et donc nous, une fois par mois, on fait un audit. On reprend les statistiques, on fait le point, t'en es où, comment tu le sens, c'est quoi tes objectifs, magnifique, on avance.
Et la dernière question, c'était le contenu responsable, l'attitude de TikTok lorsque des contenus sont considérés comme inappropriés. Alors sur ça, il y a beaucoup de travail à faire pour moi parce que TikTok, ils sont trop punitifs à ce niveau-là vis-à-vis des agences. C'est moi comment je le vis au quotidien. Les amendes, des fois, elles sont injustifiées. Il y a je veux dire, il y a des cas extraordinaires. Bon, c'est pas grave. Mais sans parler du montant des amendes, des fois, qui sont imputées, je donne des exemples. En gros, ils sont en train d'entraîner, je ne sais pas si c'est une IA, en tout cas, c'est sûr que c'est une IA, qui va venir strike dès qu'il y a l'ombre d'un doute. Je vous donne des exemples. Nous, les êtres humains, on comprend l'humour. Il y a des expressions en France qu'on connaît très bien. Je donne un exemple, là c'est récent, c'est il y a 2 mois. Un influenceur s'est fait bannir définitivement, genre c'est le pire ban qu'on puisse avoir, il n'y a pas de recours. Parce qu'il était en train de discuter d'une interview, et pendant quelques secondes, il y a eu une suspension de discussion. 10 secondes. Et il a dit « Ah, j'aime pas quand il y a des blancs comme ça ». Propos racistes, ban instantané, justification du ban, la phrase et la vidéo du mec en train de dire « J'aime pas quand il y a des blancs comme ça ». C'est une expression. Et comment on peut se battre sur ça? Donc je vous donne des exemples, c'est tout bête. Et un autre exemple tout bête, hein, vous allez rigoler. Il y a quelqu'un qui dit « Oh, on n'a qu'à se suicider avec des andouillettes ». C'est une expression, on ne peut pas se tuer avec une andouillette. Vous savez ce que c'est? Bon ben voilà, c'est une expression du Sud, c'est des andouillettes, voilà. Et en gros, c'est plutôt l'andouille de vire chez moi, mais c'est... Ok, ouais, en fait c'est des saucisses quoi. Et c'est une expression banale quoi. Et en gros, ils discutaient. Et donc strike direct, on a fait un recours. Preuve, incitation à la haine. Bon, ça c'est des détails, c'est des anecdotes comme ça, on vous fait partage de notre quotidien un petit peu. Et donc pour répondre à votre question, nous, alors qu'on les forme bien, qu'on les accompagne, etc., juste, je parle de l'algorithme TikTok, je ne parle pas des signalements que les gens y font. Juste eux, TikTok eux-mêmes, on doit prendre par mois au moins 15-20 signalements automatiques de TikTok. Pas forcément grave, je parle tout confondu sur les 1200 influx, dont 1000 actifs, on en a 15-20 en moyenne par mois, automatiquement qui sont pingés, etc. Donc ça veut dire qu'en fait, quand il y a un influenceur qui reçoit un signalement, vous êtes en copie du signalement, quoi. Enfin, vous le voyez apparaître, non, quand on signale des contenus de cet influenceur. En général, oui. Après, il y a des petits bugs et tout, mais en règle générale, quand c'est un signalement du système, on le reçoit. Par contre, quand c'est un signalement des viewers, non, on ne reçoit rien. Vous n'avez pas de visibilité sur ce que les viewers font avec les influenceurs que... Ah non, on n'a que le end result. Genre, on sait que l'influx s'est mangé tant de trucs d'un coup de signalement, il s'est fait bannir, et c'est qu'une fois qu'il y a le ban qui est effectif, qu'il soit moyen terme ou long terme, que là, nous, on a un rapport, on appelle TikTok, on dit « Hello, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce que c'est un ban justifié? Est-ce que c'est un ban injustifié ?» Eux, ils font le contrôle, pour le coup, là, c'est humain, ils regardent le live, la diffusion, si c'est justifié, ils nous disent « c'est justifié », si c'est injustifié, on rétablit le live. Okay. Oui, et toujours dans la continuité, le score de santé que vous avez évoqué et les amendes, si vous avez, combien vous avez déjà eu d'amendes de la part de TikTok? Alors, en gros, le score de santé, c'est un truc qu'ils ont mis en place il y a, je sais pas, 8-9 mois. J'ai pas la date précise, hein, je sais pas quand exactement. Et ils sont très très sévères. En gros, je n'ai pas la grille par cœur, mais il y a en fait, tout type de dérives de contenu sont classifiés dedans, vraiment, par ordre de gravité. Okay, et en gros, c'est des systèmes de, par exemple, il y a en gros, je crois, de souvenirs à vérifier, encore une fois, je ne maîtrise pas bien, mais grosso modo, il ne faut pas dépasser 0,8% comment dire, pas de signalement, mais en gros, quand un influenceur se fait effectivement bannir. D'accord ? Donc ça, c'est une sanction qui a été approuvée. L'agence ne doit pas dépasser un taux de 0,8% sur le mois, sur l'ensemble de ses influenceurs. Pas forcément actif ou inactif, sur l'ensemble des influenceurs. S'ajoute à ce taux une autre variable. Ils ont rajouté un truc de récurrence de l'influenceur sur ce type de signalement. Et typiquement, si une agence peut très bien être inférieure à 0,8, mais se manger une très grosse amende parce que c'est le même influenceur qui par 3 fois s'est fait signaler. Donc là, ça relève quand même d'un gros problème. Et en fait, ils ont créé tout un système comme ça qui fait que le score de santé, il est noté de 0 à 100. D'accord ? Et si une agence passe en dessous de 50, elle ne peut plus bosser sur TikTok, grosso modo. D'accord ? Mais pour descendre en dessous de 50, c'est juste que l'agence ne s'est jamais occupée de ses influx, vraiment. Genre, s'est jamais occupée, sachant que quand même, ce qui est bien, c'est qu'ils nous laissent à peu près 15 jours pour apporter des preuves
que soit on a bien accompagné l'influenceur sur la question en truc, mais elles sont toujours refusées. J'ai jamais vu une preuve acceptée, donc de base, ils refusent tout le temps les preuves qu'on amène, même si on prouve qu'il est venu aux formations et qu'on l'a éduqué, on se prend quand même l'amende. Mais c'est pas grave, c'est normal, ils sont en train de mettre en place ce système. Et pour finir de répondre à votre question, eux, ils ont ranké par gravité les différents types de signalements. Donc si c'est un signalement, par exemple, pour sollicitation non authentique, c'est moins grave qu'un signalement pour tout ce qui est abus, sexualité, homophobie, comment ça s'appelle, tous les trucs religieux, etc. Donc ça, c'est le plus haut niveau, et ils ont mis des échelles. Et après, en fonction de ces échelles-là, il y a des points qui sont enlevés à l'agence, et s'il y a trop de récurrence, au bout d'un moment, il n'y a plus de points, et l'agence ne peut plus exercer sur TikTok. Ouais, on en a déjà pris des amendes. On avait une demande de question de Madame Jeuneté. Non, merci. J'écoutais et merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais peut-être juste une toute petite question. J'arrive pas bien à comprendre quel est l'intérêt de TikTok lorsque j'ai compris que l'influenceur allait interagir avec ses communautés. Qu'est-ce que TikTok gagne dans ces interactions? Est-ce qu'elle glisse de la pub? Est-ce qu'elle glisse la possibilité d'orienter les utilisateurs de la plateforme vers une plateforme de vente? J'arrive pas à comprendre. J'arrive à comprendre la notion de communauté, mais où est-ce et comment TikTok, quel est son intérêt, où est-ce qu'il gagne de l'argent? C'est vraiment pas clair pour moi. Tout ce que je peux dire, c'est que sur les lives, il n'y a pas de pub, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais vu une marque pouvoir payer ou sponsoriser une pub sur un live. Par contre, ce que j'ai pu voir, c'était une petite bannière qui annonce un événement TikTok ou une bannière annonçant oh, il y a tel film. Non, ça je l'ai jamais vu. Mais grosso modo, ce que j'ai déjà vu dans des lives, c'est des petites bannières qui circulent. Mais j'ai jamais vu de pub à proprement parler, comme on peut voir sur Twitch, où typiquement, pendant 12 secondes, c'est un PC qui va être diffusé. Sur TikTok, je l'ai jamais vu et ça n'a jamais été fait. Le modèle de rémunération, c'est les cadeaux. C'est ça que TikTok a gagné, c'est les cadeaux que les gens mettent. Et c'est la donnée aussi. C'est la donnée aussi. Après, comme je disais, moi je suis un entrepreneur je ne sais pas ce que TikTok concrètement. Moi, je ne suis pas TikTok, comme je disais, je suis juste une agence. Moi, grosso modo, je suis là pour structurer. Moi, ma vision, elle est très simple, c'est que le live, c'est une industrie qui va être amenée à continuer d'évoluer et de progresser. En tant qu'entrepreneur dans le digital, il faut absolument que je m'engouffre dans cette nouvelle industrie. Et comme c'est tout nouveau, il y a tout à construire. C'est pour ça que je suis venu ici aujourd'hui pour discuter, échanger, parce que c'est nouveau, il y a plein de choses à faire. Donc il y a bien évidemment des choses négatives, comme j'expliquais, des choses très positives. Et c'est comment, dans cette zone de début où c'est gris, on trouve justement le bon compromis pour s'assurer que tout le monde soit gagnant dans l'histoire. Merci. Monsieur Vogetta. Oui, merci. C'est une question similaire à celle de Madame Jeunetet, mais directement plutôt du point de vue des influenceurs. Alors, on ne sait pas comment TikTok gagne de l'argent, donc les influenceurs, eux, gagnent de l'argent avec les cadeaux. Mais est-ce que parfois, effectivement, certains influenceurs font du placement de produits à travers leur live? Est-ce que certains influenceurs redirigent leur audience sur d'autres plateformes, par exemple sur leur compte OnlyFans ou sur un canal Telegram, où il peut se passer d'autres choses, d'autres types de promotions? Troisièmement, est-ce que dans vos influenceurs, vous avez des influenceurs qui avant étaient, allez, on va caricaturer, mais étaient ce qu'on appelait des influx-voleurs, qui, depuis la loi influenceur, sont plus contraints dans leur activité promotionnelle et qui, du coup, se rattrapent en venant faire du revenu sur TikTok Live. Et voilà. Et donc, ce que vous avez confirmé, par contre, c'est qu'il n'y a pas de publicité interstitielle. À savoir que TikTok n'arrête pas un live pour dire page de pub pour Nike ou quoi que ce soit, au McDonald's. Du coup, la première question que vous aviez posée, c'était concernant est-ce qu'un influenceur fait des placements de produits lui-même dans son live ou redirige vers d'autres sites? Alors, cette question-là, j'ai bien répondre à cette question. Ce qui est assez ouf, c'est qu'aujourd'hui, quand un influenceur en live sur TikTok, il dit les mots-clés « aller sur » et que ça ne redirige pas sur TikTok, une chute de visibilité instantanée. TikTok, en tout cas dans les lives, ce n'est pas du tout une pratique recommandée de rediriger le flux vers autre chose. Ça ne marche pas.
Pour la question de tout ce qui est OnlyFans et Telegram, et c'est là où TikTok, par contre, ils sont, de ce que je vois, irréprochables et trop forts. Le simple fait de dire, de commencer à le dire, banni instantanément. Un lien dans une bio qui redirige vers un site interdit aux moins de 18 ans, banni, quand je dis instantanément, c'est maximum 24 heures. J'ai jamais vu un compte qui fait de la pub pour OnlyFans de rester plus de 24 heures sur TikTok. Ce qu'ils font, les gens, c'est qu'ils sont obligés de mettre un Linktree qui redirige vers Instagram. Et c'est une fois sur Instagram, parce que Instagram le permet, contrairement à TikTok, que les gens vont sur les autres plateformes interdites aux moins de 18 ans. Et sur Instagram, pour le coup, il y a beaucoup plus de contenu sexualisé. TikTok, c'est vraiment trop dur, voire impossible. Je vous promets, j'ai des influx. Ils sont en train de faire du sport, nudité. Signalement, 1 heure plus tard, banni. Et on doit justifier qu'ils faisaient effectivement un exercice sportif et que dans le cas d'exercice sportif, on a le droit de voir le torse d'un garçon, par exemple. Donc, sur ça, pour le coup, TikTok, ils sont très très forts à ce niveau-là et je tiens à les saluer parce que je ne connais aucun compte mime OnlyFans ou aucune personne en live qui peut faire naturellement la promotion, en tout cas, d'un contenu qui redirige autre part. D'autres questions, monsieur Vegeta? Micro. Votre portefeuille d'influenceurs, des gens qui étaient avant, qui faisaient beaucoup de promotion de produits et qui maintenant essayent plus de faire du revenu sur le live. Alors du coup, ce qu'il faut savoir aussi, comme ça vous avez une réponse complète, une agence live aujourd'hui ne peut recruter dans son agence que des créateurs débutants. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'abonnés, pas de base, parce que c'est l'intérêt d'une agence, c'est accompagner un créateur à se professionnaliser. Donc du coup, un créateur qui est déjà connu, qui a déjà entre guillemets une fame, ou qui a déjà une base supérieure à 150 000 abonnés, on ne peut pas le rentrer dans une agence TikTok Live. Il faut faire des demandes auprès de TikTok, prouver qu'on a déjà un contrat qui a été signé avant même qu'on soit sur TikTok avec l'influenceur en question et qu'il soit toujours valide le contrat. C'est les seules conditions selon lesquelles une agence live peut se permettre de recruter déjà un top profil ou un ancien top profil. Donc nous, les agences live, c'est pour ça que je dis que j'ai des influx, le plus gros en nombre d'abonnés, il a peut-être 300 000 chez moi. Abonnés. Mais c'est que des mecs, entre guillemets, qui ne peuvent pas signer dans une agence classique, qui ne peuvent pas faire de placement de produits parce qu'ils n'ont pas une fanbase encore existante, ils doivent la construire. Et donc le seul moyen, un des moyens qu'ils ont de se développer et de leur passion, c'est le live. Donc nous, en fait, pour répondre à votre question, c'est physiquement impossible, de par les règles fixées par TikTok, de recruter d'anciens influenceurs qui font déjà du revenu. Voilà pour cette plongée dans le monde du TikTok Live. Alors après Miloud Baraka, cofondateur de l'agence Live Up Agency, la commission d'enquête a auditionné Hugo Travers, connu sur les réseaux sociaux sous le pseudo Hugo Décrypte. Sur tous les réseaux sociaux, le cœur de notre audience, c'est des jeunes souvent qui ont entre 18 et 24 ans. Ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'au fil des années, même si j'avais lancé la chaîne à l'époque, il y a près de 10 ans maintenant, dans un objectif de rendre l'actualité accessible principalement aux jeunes, en fait aujourd'hui, à mesure forcément que les réseaux sociaux prennent une place plus large chez tout le monde et pas seulement chez les jeunes, si je prends le cas par exemple de YouTube, on sait aujourd'hui que beaucoup de personnes consultent nos formats et nos vidéos en famille, ou alors des enfants ou des petits-enfants ont fait découvrir à leurs parents ou leurs grands-parents, et donc ça s'élargit en termes de moyenne d'âge. Dans le cas de TikTok plus précisément, la vraie difficulté qu'on a, c'est que quand on accède aux statistiques sur TikTok, la tranche d'âge de mineurs n'est pas indiquée. Donc en fait, on sait que, je pourrais vous les ressortir ou vous les transmettre si vous voulez à l'issue de cette audition, qu'on a essentiellement des 18-24 ans qui nous suivent, après on a les 25-34 ans qui sont présents. Mais encore une fois, comme je vous le dis, on n'a pas les chiffres sur les mineurs. Donc forcément, ça biaise légèrement les chiffres. On sait forcément qu'on est suivi par des mineurs sur ce réseau social-là, parce qu'on le voit dans les retours, on le voit dans les questions qui sont posées par ceux qui nous suivent. On a beaucoup de questions sur typiquement la question des examens, du bac, du brevet. C'est peut-être l'exemple le plus parlant et forcément c'est très souvent des personnes mineures. Mais on n'a pas de chiffres exacts là-dessus et on n'a pas moyen, en tout cas à ma connaissance, de les avoir. Et sur ensuite l'évolution des contenus, nous on est arrivé en 2020 à une période où c'était essentiellement du contenu de divertissement qui était présent. C'était même surtout de la musique ou des challenges, comme c'est appelé, de danse qui étaient présents sur la plateforme. Nous on s'est dit, et ça a toujours été l'objectif avec mon équipe sur la chaîne, qu'il y avait dans notre mission de rendre l'actualité accessible au plus grand nombre, il y avait un enjeu à être présent sur toutes les plateformes, y compris sur une plateforme qui,
propose essentiellement du divertissement au moment où on se lance. Et donc l'enjeu pour nous, ça a été de comprendre comment fonctionne la plateforme, comme on l'a fait sur YouTube à l'époque ou sur Instagram, et de se dire comment est-ce qu'on peut adapter nos formats et adapter nos codes pour proposer un contenu journalistique sur ce réseau social-là. Au fil des années, forcément, ça s'est élargi à d'autres contenus. On a vu d'autres médias arriver sur TikTok, on a vu d'autres tranches d'âge aussi, c'est quand même important de le mentionner. Je pense que oui, il y a beaucoup de mineurs et beaucoup de jeunes sur TikTok, mais moi, quand je prends le métro et que je vois des gens dans le métro, il y a beaucoup de personnes beaucoup plus âgées qui regardent des contenus sur TikTok, et quand c'est pas sur TikTok, c'est sur d'autres plateformes, mais avec des formats et parfois d'ailleurs des vidéos qui sont les mêmes. Donc je pense que c'est, y compris sur la question de l'impact psychologique ou des questions de santé mentale, évidemment que les plus jeunes sont une population plus à risque sur ces sujets-là, mais c'est en réalité un problème, une question en tout cas qui est beaucoup plus large. Et donc aussi dans la nature des contenus qui sont diffusés, c'est sûr qu'aujourd'hui, alors non seulement le live est arrivé notamment sur la plateforme, ça a amené beaucoup de questions sûrement, et puis en termes de typologie de contenu, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut s'informer sur TikTok, on peut se divertir sur TikTok, on peut avoir des résumés de matchs de football quand les diffuseurs diffusent les résumés des matchs directement sur la plateforme. Donc plein de choses sont disponibles, on va dire, aujourd'hui sur la plateforme. Peut-être creuser cette histoire d'algorithme. C'est-à-dire que vous, en tant que créateur de contenu, vous êtes d'une certaine manière soumis, parce que vos revenus aussi en dépendent, à la manière dont l'algorithme vous permet d'atteindre une cible. Alors, ça peut être positif quand on crée un contenu d'information, mais du coup, ce qu'on constate, enfin en tout cas ce que nos auditions nous ont permis de voir, c'est que de manière générale, un contenu qui va être polémique, violent, va être plus propulsé par l'algorithme qu'un contenu à caractère informatif. Est-ce que c'est des biais que vous confirmez? Est-ce que vous avez, vous, senti qu'il y avait d'autres formes de valorisation qui étaient mises en œuvre par la plateforme TikTok? Et est-ce que, de ce point de vue-là, vous constatez des différences du point de vue du traitement algorithmique entre cette plateforme et les autres plateformes? D'abord, je trouve que le TikTok a amené quelque chose de différent dans le fonctionnement des algorithmes. Alors, est-ce que c'était les premiers? Je ne saurais pas vous dire, mais de mon côté, là, on a senti quelque chose de différent. C'est que, à la différence de réseaux sociaux qui, pendant des années et jusqu'en 2020-2021, reposaient surtout sur le système d'abonnement à un compte, TikTok, et vous avez sûrement des chercheurs qui vous en ont parlé ces derniers jours, repose beaucoup plus sur la pertinence, avec beaucoup de choses derrière qui peuvent se cacher, mais la pertinence d'un contenu vis-à-vis d'un public. Et donc, vous pouvez créer un compte il y a 10 minutes, et si le contenu en question, en fait, intéresse, ou en tout cas les gens regardent jusqu'au bout telle ou telle vidéo, cette vidéo peut faire d'un coup des millions de vues, alors que c'est la première vidéo d'un compte. Ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant et qui change beaucoup de choses. Ça veut dire que, certes, vous pouvez avoir des millions d'abonnés, mais potentiellement du jour au lendemain faire très peu de vues si l'algorithme ou l'audience ou un mélange des deux juge que le contenu n'est pas pertinent vis-à-vis de l'audience. Et ça veut dire aussi que très vite, il peut y avoir tout un tas de contenus qui émergent de personnes qui ne font pas de la création de contenu leur métier, mais qui arrivent à avoir des millions de vues. Donc ça, c'est quand même une chose qui a beaucoup changé, qui d'ailleurs... je l'observe là simplement à mon échelle en tant que personne qui passe du temps sur les réseaux sociaux, commence à être reproduit par d'autres réseaux sociaux aussi. C'est quelque chose qu'on trouve maintenant sur toutes les plateformes. En partie c'est une bonne chose, je pense, à titre personnel, c'est-à-dire que ce que ça implique, c'est aussi de se dire si à un instant T, typiquement le week-end dernier, je suis intéressé par un match ou par une compétition, l'algorithme va comprendre que c'est le cas et va pouvoir proposer des contenus associés à ce sujet-là, y compris si je ne suis pas abonné à tous les comptes qu'il faudrait suivre pour tel ou tel sujet. Donc c'est quelque chose qui en soi peut être intéressant pour le public, mais évidemment il y a tout un tas de risques qui sont associés, que je pense que vous avez déjà eu l'occasion beaucoup de creuser et qu'on pourra aborder beaucoup plus en détail. Oui. Peut-être qu'on peut rentrer dans ce détail ouais, aussi. Avec plaisir. Ouais, voilà, comment vous les appréhendez, ces risques-là, en fait, de votre point de vue de créateur? Le risque de ce fonctionnement de l'algorithme? Ouais, et d'enfermement, de rabbit hole, enfin... Il y a beaucoup de choses, alors il y a beaucoup de points qu'on va pouvoir voir les uns après les autres si vous le souhaitez. Déjà, un des éléments que ça change d'un point de vue des créateurs de contenu, c'est que justement, il n'y a pas que les créateurs de contenu qui peuvent être visibles et avoir d'un coup une portée importante. Ça peut être
littéralement le cas de n'importe qui. Et ça peut être positif dans le sens où ça permet à n'importe quelle personne, s'il le souhaite, de partager ses passions, de partager quelque chose sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, ça peut aussi amener à certaines dérives parce qu'un contenu qui est publié par quelqu'un sans trop se poser de questions, si ce contenu fait réagir pour une raison ou une autre, il peut d'un coup avoir des millions de vues, y compris quand ce n'est pas forcément attendu par la personne qui l'a publié au départ. Et alors heureusement, c'est souvent plus humoristique et léger, et en tout cas de ceux que j'ai vus, les conséquences ne sont pas forcément très graves, mais ça m'est arrivé en étant moi-même sur le réseau social et sur TikTok, de voir d'un coup dans mon fil d'actualité la vidéo de quelqu'un qui visiblement a fait, y compris d'ailleurs parfois d'une personne âgée, qui a fait une vidéo où elle réagit à quelque chose, où elle fait une danse ou quelque chose, elle l'a publiée en ligne sur la plateforme. Il s'avère que un certain nombre, j'imagine, d'utilisateurs étaient interloqués à l'idée de voir typiquement une personne âgée qui est en train de chanter quelque chose ou de faire quelque chose. Donc la vidéo a été vue jusqu'au bout, donc la vidéo a été poussée sur la plateforme et elle se retrouve à faire des millions de vues. Et donc quelqu'un qui avait tout simplement publié soit par erreur, soit sans trop se poser de questions, se retrouve à avoir un écho important. Donc ça, c'est quand même quelque chose dans la nature de la viralité des choses qui change quand même un certain nombre d'éléments. Il y a ensuite après toute la question des contenus potentiellement violents, et nous-mêmes en tant que médias avec notre équipe de journalistes, on se pose la question des contenus que l'on doit publier, de la façon aussi dont on doit les publier. Ça, avec plaisir pour en parler plus en détail, mais c'est une question qu'on s'est beaucoup posée parce qu'on fait face à un algorithme dont le fonctionnement est parfois flou. Est-ce qu'on a le droit de parler de tel ou tel sujet? Est-ce qu'il y a un risque que le contenu soit supprimé? Est-ce qu'il y a un risque que le contenu soit... Alors on parle de shadow ban, donc soit invisibilisé en quelque sorte par la plateforme. Ça, je peux essayer de vous donner quelques premiers éléments de... Ouais, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'a pas de règles précises à notre connaissance sur tout cela. C'est-à-dire que là, je vais vous donner quelques exemples parce que j'ai demandé à mon équipe justement de me remonter avec quelques exemples qu'on a pu avoir et que je n'avais pas forcément en tête ces derniers jours. On sait qu'il y a certains sujets qui sont jugés plus sensibles par TikTok et qui ne seront pas mis en avant. Il y a quelques jours, il y a eu un changement à venir de loi sur la question des cigarettes dans l'espace public. Le mot cigarette, on le sait, peut rapidement être signalé automatiquement par l'algorithme et donc entraîner soit une suppression du contenu, soit un shadow ban, donc une invisibilisation du contenu, soit, et ça arrivé de notre côté avec certains contenus, on a des contenus qu'on publie, sauf qu'ils ne sont jamais réellement publiés, soit ils restent à 0 vue, soit on voit qu'ils sont en attente, ils ne sont pas publiés. Et les fois où ça arrivé, à notre connaissance, et avec encore une fois aussi le peu d'informations qu'on a sur l'algorithme, on a le sentiment que c'est lié au fait que c'est parfois des sujets sensibles. Et donc, il y a des mots-clés ou il y a des choses qui sont signalées automatiquement par l'algorithme. Et donc, ça peut être sur des sujets de drogue. Alors là, on parle de cigarettes, comme ça peut être sur le sujet du cannabis ou autre. Il y a une forme de modération automatique ou de suppression automatique ou d'invisibilisation automatique de certains contenus. De la même façon, je pense que c'est un bon exemple. On avait fait, lors des manifestations, notamment contre la réforme des retraites, un certain nombre de directement sur TikTok, où on couvrait en fait, les manifestations et ce qui se passait sur place. On a eu plusieurs fois des suspensions automatiques du live quand en fait, on filmait soit des situations de danger, en tout cas selon la plateforme, de certaines personnes. Quelqu'un qui monte sur une statue, par exemple, pouvait en fait entraîner une suspension du live en question. Soit parfois, c'est arrivé, il y a eu, alors comme ça peut arriver parfois lors de manifestations, des débordements ou des violences, de la fumée qui s'échappe de quelque chose, et cette fumée en l'occurrence était signalée comme, et je pourrais vous retrouver les éléments, mais comme justement promotion de la cigarette, où il y avait une détection automatique de ce type-là. Ce qui pour nous forcément peut vite poser problème d'un point de vue de droit à l'information, en tout cas de volonté de notre part d'informer sur un certain nombre de sujets. La façon dont on répond à cela aujourd'hui, c'est d'essayer de contourner en quelque sorte ces processus de vérification automatique par l'algorithme pour diffuser certains contenus d'information. La chose la plus visible ou la plus connue, c'est le fait de ne pas mettre noir sur blanc certains mots. Quand on a fait typiquement un certain nombre de contenus la semaine dernière sur les changements à venir en matière de restrictions sur le droit à fumer dans les espaces publics, etc., on n'a pas mis le mot cigarette tel quel, on a mis soit un astérisque, soit on a changé une lettre pour que le contenu puisse être visible malgré tout cela. La question qui vient ensuite, c'est:
est-ce que ça a réellement un impact? Est-ce que ça nous permet, nous, réellement de diffuser ce contenu? Et est-ce que, autrement, on pourrait peut-être simplement diffuser diffuser la vidéo avec le mot cigarette? C'est là où c'est pas évident, c'est qu'en fait, depuis 3 ans maintenant, on applique, nous, des principes de précaution pour en fait faire en sorte de pouvoir informer sur cette plateforme-là, sans savoir forcément jamais c'est toujours nécessaire. Et parfois, on a des commentaires de gens qui nous disent « Mais pourquoi est-ce que vous mettez un astérisque sur le mot mort ?» En fait, si ça se trouve, la vidéo pourrait très bien être diffusée sans cet astérisque-là. C'est plus un principe de précaution qu'on a de notre côté. Maintenant, pour compléter sur tout cela, ça, c'est ce qu'on fait pour permettre de diffuser ces contenus-là, qu'on considère des contenus importants, pour informer sur des sujets parfois essentiels, y compris auprès d'un public qui est jeune. Cela étant dit, on est aussi vigilant aux images que l'on peut mettre sur ces vidéos-là. Et pour reprendre typiquement l'exemple de contenu qui pourrait être violent ou autre, on sait que, et probablement pour des bonnes raisons, mais l'algorithme de TikTok, s'il y a des contenus qui sont jugés violents, peut être amené à supprimer certains contenus. Et donc, en fonction de la pertinence éditoriale, et c'est une discussion qu'on a avec notre équipe de journalistes, si on considère que l'image en question, qui est potentiellement violente, elle est essentielle pour comprendre un sujet, et elle est essentielle dans un objectif d'informer sur un sujet, on va diffuser le contenu potentiellement jugé violent, si on considère que c'est un enjeu d'information qui est essentiel. Mais si on a un contenu jugé violent potentiellement, mais qui n'est pas essentiel pour tel ou tel sujet, on va préférer le flouter ou ne pas le mettre pour permettre d'assurer la diffusion de ce contenu et donc la diffusion de l'information. Voilà sur ce sujet. Pardon. Oui, sur ce sujet-là, vous publiez régulièrement des contenus pour justement dénoncer des pratiques néfastes. Je pense au skinny talk, mais à d'autres pratiques. Est-ce que vous avez eu du coup des recours à des espèces d'alternatives pour éviter d'être banni? Et comment vous arrivez à peut-être à pousser ces contenus éventuellement pour sensibiliser notamment le jeune public? Simplement, alors, avant de répondre à cette question, pour compléter simplement ce que je disais à l'instant, une question qui revient souvent, y compris d'une partie de notre public ou de journalistes qui nous interrogent sur notre travail, c'est est-ce que TikTok en tant que plateforme censure certains sujets spécifiquement? Alors, à notre connaissance, on n'a pas le détail de comment fonctionne l'algorithme. Ce que l'on sait par contre, c'est que on a pu traiter des sujets sérieux, des sujets de conflit dans le monde, des sujets aussi parfois, puisqu'on parle de TikTok et d'une plateforme chinoise, qui ont lieu en Chine, sur la question des droits de l'homme, sur la question des Ouïghours par exemple. On a pu faire des dizaines et des dizaines de contenus sur ce sujet qui nous paraît important à évoquer sur TikTok. Et c'est des vidéos qui ont systématiquement rencontré un public dans le sens où il y a plusieurs millions de personnes qui ont pu voir ces contenus-là. Donc, à ma connaissance en tout cas, et au vu des sujets qu'on a traités, on n'a jamais vu, nous de notre côté, une censure politique ou une dimension de ce type-là du fait de l'appartenance à un groupe chinois ou autre. Simplement, c'est plus, encore une fois, dès qu'il y a des sujets jugés sensibles ou violents, qu'on a le sentiment qu'il y a parfois une modération automatique qui s'applique, qui peut dans ce cas entraver, nous, notre volonté d'informer, et d'où les enjeux que j'évoquais tout à l'heure. Sur la question maintenant des challenges ou autres, c'est quelque chose où, oui, nous, on essaie d'avoir un rôle de sensibilisation sur ces sujets-là, sur ces challenges qui peuvent parfois être dangereux, qui peuvent circuler sur la plateforme. On n'a jamais eu de soucis de censure de ces vidéos qui visent à sensibiliser. En tout cas, on l'a pas vu ces derniers jours. De notre côté, il y a une responsabilité assez importante à prévenir déjà sur ces challenges ou sur ces choses quand elles arrivent, mais en même temps, à ne pas mettre de la visibilité sur des choses quand elles ne sont pas très importantes. Et ça vaut sur des challenges comme ça vaut d'ailleurs sur des fausses informations. Quand on a une fausse information qui circule, si cette fausse information fait 500 vues, on ne va pas faire une vidéo qui risque de faire 2 millions de vues pour débunker ce sujet-là. Donc c'est une question d'équilibre qu'on essaie d'avoir. La façon dont on le fait de notre côté, effectivement, c'est de lire en fait les commentaires et on en a souvent dès qu'il y a une fausse information qui circule. On a aussi la chance d'avoir une communauté du coup qui nous alerte en nous taguant en fait sur des vidéos ou sur des fausses informations potentielles qui peuvent circuler. Et donc en fait, ça nous permet d'être très vigilants là-dessus. Et si on voit que sous chacune de nos vidéos, il y a une question qui revient régulièrement, on ira faire une vidéo pour débunker un sujet ou pour vérifier telle ou telle chose. Mais ça, j'attire peut-être votre attention là-dessus. C'est il y a un sujet très clair de risque de fausses informations sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres réseaux.
Le risque particulièrement important que je vois, c'est un risque d'automatisation, on va dire, dans la production de fausses informations. C'est un sujet qu'on a déjà beaucoup pu évoquer ou entendre parler ces derniers mois, mais le risque d'avoir des personnes qui, soit dans un objectif politique, soit dans un objectif d'enrichissement personnel, vont pouvoir automatiser la création de certains contenus diffusant des fausses informations. Et dans notre cas, c'est vrai qu'on a vu ces derniers mois émerger certains comptes qui reprennent des codes en fait, de comptes comme les nôtres, qui prennent une voix par IA pour diffuser un contenu et qui vont véhiculer une fausse information avec des vidéos régulièrement qui vont faire des centaines de milliers de vues avec souvent c'est des annonces d'une loi qui va changer quelque chose sur en général c'est souvent des choses sur des restrictions de liberté qui sont annoncées et avec en plus une façon de les annoncer qui est assez maligne d'une certaine façon parce que ils prennent en fait un mélange de choses qui sont en partie vraies, donc de déclarations passées potentiellement de certains ministres, mais qui combinent avec une situation qui n'est pas tout à fait la bonne ou des annonces qui en l'occurrence n'ont jamais été annoncées pour donner un mélange de tout ça et donner un semblant de véracité à certaines choses. Et là, forcément, c'est un enjeu qui est délicat et on est de plus en plus confronté de notre côté à un enjeu de vérification de ces sujets-là et à devoir dire non. En ce moment, il y a des choses sur les déclarations de revenus, parce que c'est la période. Non, maintenant, vous n'avez pas à déclarer telle ou telle chose, ou non, il n'y a pas telle chose qui va vous imposer en plus. C'est souvent des choses qui reviennent souvent. Et pour terminer là-dessus, on a de notre côté été confronté, mais là, c'est vraiment, enfin, sur tous ces sujets-là, c'est pas que propre à TikTok, mais à un enjeu aussi d'utilisation par l'intelligence artificielle de notre propre voix, alors de ma voix personnellement ou de la voix de journalistes de l'équipe qui reprennent les codes de certains de nos formats, qui reprennent ma voix aussi du coup via un système de clonage par intelligence artificielle et qui diffusent des fausses informations sur certains sujets. Quand c'est le cas, nous on a fait en sorte de le remonter le plus rapidement possible à TikTok pour faire en sorte qu'ils puissent le supprimer parce que c'est de l'usurpation d'identité. Mais c'est quand même un défi qui est assez important. Et de la même façon, même si là c'est moins étonnant et c'est pas nouveau, ça nous est arrivé d'avoir des vidéos publiées il y a 4-5 ans qui sont rediffusées aujourd'hui. Typiquement, une vidéo de 2020 ou 2021 sur l'annonce d'un reconfinement se retrouve rediffusée là. En préparant l'audition, je m'étais replongé dedans. Là, au mois de janvier, par un utilisateur. Et donc, la vidéo avait fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et donc, il avait fallu, dans les commentaires, préciser que non, c'était pas quelque chose de récent et qui était à l'ordre du jour aujourd'hui, quoi. Vous avez de la réactivité de la part de TikTok quand vous signalez, vous faisiez référence à une forme d'usurpation d'identité? Je ne saurais plus vous dire dans le détail honnêtement, parce que heureusement, ça n'arrive pas tous les 4 matins non plus. En tout cas, on ne signale pas tous les contenus qu'on voit passer. En fait, il y a un système de signalement via la plateforme qui existe sur TikTok, mais qui, en tout cas, à ma connaissance, peut parfois prendre un petit peu de temps. Nous, étant donné qu'on est un des comptes les plus suivis en France aujourd'hui sur le réseau social, on a aussi un point de contact du côté de TikTok à qui on peut en fait envoyer un email et leur dire on a ce sujet-là qui est urgent ou qui est important. Et donc, il y a des choses qui peuvent être faites dans ce cas précis. Si on reste sur les liens que vous pouvez avoir avec TikTok, vous avez un point de contact. Est-ce que vous avez un partenariat avec eux pour mettre en avant certains types de contenus sur de l'information de qualité ou de la mise en valeur spécifique? Vous n'avez pas... Non, il y a... Alors, on sait que TikTok souhaite mettre en avant des contenus, justement, pas simplement de divertissement, mais d'autres types de contenus. La façon dont on le perçoit de notre côté, c'est via le système de monétisation qui existe sur TikTok. Alors, je crois qu'eux ne l'appellent pas monétisation, je crois que c'est le système de récompense, je crois que c'est le terme qui est utilisé de leur côté sur la plateforme. Et en fait, comment est-ce qu'on le voit de notre côté? C'est que dans les critères de monétisation des contenus, on voit qu'il y a plusieurs choses, notamment le fait que le contenu souvent doit faire plus d'1 minute pour être monétisé. Donc c'est un premier point. Donc c'est l'idée de valoriser, je pense, des contenus plus longs et donc plus développés, qui est un premier point. Et TikTok affirme aussi sur leur plateforme vouloir valoriser des contenus plus qualitatifs ou originaux. Alors qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Nous-mêmes, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui la connaissance de ce qui rentre dans ce cadre-là. Est-ce que typiquement, si je publie sur TikTok un contenu qu'on a fait sur YouTube, est-ce que c'est un contenu original ou pas? J'avoue que j'ai pas forcément l'information là-dessus, mais voilà, on sait forcément qu'ils ont cet enjeu-là de leur côté. Je pense que c'est un enjeu aussi à l'échelle de la plateforme d'être sur d'autres typologies de contenu, de toucher aussi un autre public, et donc toucher un autre public en ayant pas uniquement du divertissement, mais aussi d'autres choses.
Et pour prolonger cette question, est-ce que vous êtes favorable à des formes de labellisation, on va dire, des créateurs de contenu de qualité? Pas forcément, même en général non. Je trouve que c'est... Enfin, en général, dans ce domaine-là, je trouve que la labellisation est très difficile et très délicate parce qu'on a, même d'ailleurs si on refait l'historique de mon travail, du travail que je fais aujourd'hui avec mon équipe, à l'époque j'aurais pas été labellisé probablement créateur de contenu sérieux ou je ne sais quoi, alors que je considère que oui, j'étais étudiant, mais je faisais un travail de contenu, un contenu journalistique sur les réseaux sociaux. On essayait d'informer du monde sur la plateforme. Et donc, j'ai un peu de mal avec ce fonctionnement-là parce que j'aurais du mal à déterminer les bons critères. Et cette forme de labellisation me paraît très compliquée, quelle que soit d'ailleurs la plateforme. Je ne suis pas forcément à l'aise là-dessus. Alors, question inverse, et je passe la parole aux collègues. Mais avec Stéphane Vogetta, on a fait une loi sur les influenceurs. Il y a un certain nombre de créateurs, et je crois que vous aussi, vous faites parfois des collaborations commerciales. Est-ce que vous vous posez la question de la manière dont ça peut influencer ou non, sinon la réception, du moins l'orientation du contenu? Et dans ce cas-là, voilà, quel est l'état de vos réflexions sur ce sujet-là et de la manière dont des créateurs peuvent être dépendants, on va dire, d'un certain nombre de placements de produits dans le contenu qu'ils publient? D'abord, j'ai la sensation, là, c'est vraiment en regardant ce qui se fait dans ce domaine-là, que la loi en question a changé beaucoup de choses, en tout cas permis beaucoup de choses sur la clarification des contenus faits en collaboration commerciale par des créateurs. Je pense que cette forme alors il y a déjà des choses qui devaient être faites avant la loi, mais je pense que ça a aussi aidé à éclaircir ce qui doit être fait, dans quel cadre, etc. Et donc je pense que ça a permis beaucoup de choses. De notre côté, c'est assez particulier parce qu'on est plus proche du fonctionnement d'un média, dans le sens où on a en fait à la fois les journalistes de l'équipe qui font un travail, un contenu journalistique sur la plateforme, et puis on a par ailleurs une équipe dédiée à des contenus qui peuvent être réalisés avec des marques, et quand c'est le cas, c'est préparé par cette équipe, et c'est diffusé évidemment avec toujours la mention qui est légalement évidemment obligatoire et qui est présente dessus. Donc sur ce sujet-là, oui, je pense que c'est des éléments de cas de vigilance qu'on a, de savoir en fait le contenu qui peut être produit dans quel cadre, et ça vaut y compris pour des contenus qui peuvent être faits avec des marques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des créateurs de contenu et de tous les créateurs de contenu là-dessus? J'en sais rien, c'est peut-être un peu compliqué de faire des généralités là-dessus, mais je pense que c'est un sujet qui est important. Mais je pense aussi, pour terminer là-dessus, que les utilisateurs maintenant eux-mêmes sont conscients, enfin je pense qu'il y a une vraie... ils sont conscients en fait d'un contenu qui est réalisé avec une marque, et d'ailleurs si c'est pas mentionné, ce qui devrait être le cas, mais si c'est pas mentionné par un créateur de contenu, en général on voit dans les commentaires beaucoup de gens qui le mentionnent, qui le soulèvent et qui sont réactifs là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même une forme de vigilance, en tout cas à ma connaissance et de ce que je vois en ligne sur ce sujet aujourd'hui. Merci. Madame Jeuneté. Ah pardon. Merci beaucoup. Donc vous venez juste de dire que ça vous paraissait très difficile d'avoir une labellisation des contenus, et on peut l'entendre. Mais dans l'autre sens, vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'il y avait des contenus parfois que TikTok semble juger sensibles. Vous avez cité des mots, fumée, cigarette, drogue. Mais est-ce qu'il est possible d'imaginer dans l'autre sens des critères de sujets sensibles? Parce que finalement, est-ce que vous les connaissez? Vous les avez découverts, je comprends, à travers vos productions. Mais est-ce qu'il y a quelque part, est-ce qu'on va sur les conditions TikTok, on va trouver la liste des sujets sensibles, ou est-ce qu'on pourrait imaginer, si ça n'existe pas, que nous, législateurs, nous puissions proposer une liste de sujets dits sensibles? Et est-ce qu'il n'y a pas des limites à ça légalement, à la liberté d'expression que vous avez évoquée? Merci pour votre question, Madame la députée. Effectivement, alors, est-ce qu'il y a une liste? Déjà, j'en sais rien, pour être très honnête. Peut-être, mais j'imagine qu'il y a des conditions d'utilisation de la plateforme qui doivent préciser ces éléments-là. Mais dans quelle mesure est-ce que c'est précisé? Dans quelle mesure est-ce qu'autrement c'est une formulation un peu large dans laquelle on peut mettre beaucoup de choses? Je ne saurais pas forcément vous dire. En fait, ce qui n'est pas évident, c'est que c'est typiquement un sujet où il y a une tension entre cette volonté d'information et ce droit même à l'information sur un certain nombre de sujets, et en parallèle, du côté de TikTok, mais comme des autres plateformes, un enjeu de modération sur ces mêmes sujets. C'est-à-dire que quand nous, on a de notre côté
un contenu sur la cigarette, par exemple, qui est invisibilisé d'une façon ou d'une autre, de notre côté, ça pose un souci, mais on peut imaginer qu'en face, le risque, c'est que, évidemment, un utilisateur fasse la promotion d'une drogue ou de la cigarette ou de je ne sais quoi. Et donc, on comprend pourquoi est-ce que ce mécanisme est présent. Quant à l'idée, du coup, de certifier, on va dire, certains médias pour les autoriser à utiliser tel ou tel terme, c'est quelque chose, encore une fois, qui est possible et que j'entends, et je vois très bien ce que ça pourrait permettre pour un média comme le nôtre. Mais encore une fois, je suis aussi assez réticent à l'idée de commencer à catégoriser dans ce cas-là les créateurs de contenu, et ça revient d'une certaine façon à ça, et je trouve ça un petit peu dangereux ou délicat, parce que j'aurais du mal à savoir sur quels critères est-ce qu'on se base pour certifier certains créateurs ou certains comptes ou certains médias plutôt que d'autres. Comment est-ce que tout cela évolue, qui le décide? Est-ce que c'est une institution publique? Est-ce que c'est le réseau social? Mais est-ce qu'on doit donner au réseau social cette liberté, ce choix-là? Donc je trouve la question tellement délicate que je trouve que c'est un terrain un peu périlleux, et je serais davantage, en tout cas de mon côté, là c'est vraiment d'un point de vue strictement personnel, preneur d'une idée de passer par d'autres mécanismes. Mais c'est la même chose sur la question de la diffusion de fausses informations, finalement. C'est vrai qu'on a... qui en fait doit réguler sur ce risque de fausses informations ou de diffusion de fausses informations? Est-ce que c'est l'entreprise privée en tant que telle? Il y a plein de risques qui sont possibles, soit des risques de dérive, soit des risques d'arbitrage qui sont opérés par un groupe privé et qui peuvent poser problème. Est-ce que c'est un organisme public? Si c'est le cas, il y a quand même là aussi beaucoup de questions qui se posent. Sur quels critères est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque là aussi de dérive antidémocratique ou autoritaire dans le cas où cette autorité-là est réappropriée ou en fait voilà, utilisée à mauvais usage. Et est-ce que c'est la communauté elle-même qui doit réguler ces contenus-là? C'est ce que essaie de faire X depuis près de 2 ans maintenant avec l'arrivée d'Elon Musk. Moi, sur le papier, l'idée d'avoir une communauté et des utilisateurs qui eux-mêmes font ce travail de vérification de l'information, sur le papier, je trouve que c'est... Sur le papier, je dis bien sur le papier, peut-être la meilleure idée, parce que l'idée d'avoir ce travail-là fait par les citoyens ou les internautes directement, ça peut être intéressant. Sur le principe, c'est super. Mais en pratique, je pense que vous le voyez sur X, les vérifications viennent trop tardivement. Parfois, elles ne viennent pas du tout. Il y a un vrai problème qui est présent sur X. Donc, voilà, on voit un peu la difficulté. Malheureusement, je n'ai pas la réponse et la solution magique, mais c'est un problème qui n'est pas évident. Merci. Monsieur Vogetta? Non, je pensais que vous aviez levé la main tout à l'heure. Effectivement, j'avais levé la main, oui. C'est un réflexe. Bonjour, merci d'être ici. Non, moi, pas particulièrement sur TikTok, mais enfin si, peut-être quand même. Quelles sont les plateformes sur lesquelles vous fonctionnez le mieux? Votre format, votre contenu fonctionne le mieux? Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que vous, dans l'informationnel, dans le contenu informationnel, vous êtes tellement loin au-dessus de vos concurrents? On va les appeler comme ça. Alors sur les contenus qui fonctionnent le mieux ou les plateformes qui fonctionnent le mieux, c'est dur de dire parce que c'est dur de voir sur quoi est-ce qu'on se base. Si on prend strictement le nombre d'abonnés, c'est sur TikTok qu'on a le plus d'abonnés. Si on prend le nombre de vues, il faudrait voir dans le détail, mais encore une fois, je vous le disais, on fait près de 2 milliards de vues par an sur TikTok. Ça va être assez similaire, j'aurais tendance à dire, sur Instagram. Mais encore une fois, quand on parle d'Instagram ou de TikTok, c'est des plateformes où le contenu est plus court. Donc dans la même journée, quelqu'un peut regarder potentiellement 10 de nos vidéos. Là où sur YouTube, la durée moyenne de visionnage est beaucoup plus longue. Et donc forcément, on n'est pas tout à fait dans le même rapport. Donc aujourd'hui, le TikTok a une place importante, mais je considère que, on le voit au vu de nos audiences, n'a pas une place plus importante qu'Instagram ou que YouTube, par exemple, sur le réseau. Et de notre côté, après, sur notre travail et comment est-ce qu'on le fait, c'est vrai que moi, j'ai lancé la chaîne donc au début, c'était sur YouTube. TikTok est arrivé beaucoup plus tardivement, mais j'ai lancé cette chaîne YouTube avec un objectif très clair qui était de rendre l'actualité accessible au plus grand nombre. Je commençais moi-même mes études, je venais de passer le bac. J'avais le sentiment que des médias plus traditionnels ne nous parlaient pas. Quand je dis nous, c'est des jeunes qui veulent s'informer sur des sujets d'actualité, notamment des sujets politiques. Et très souvent, en regardant une émission de télévision ou autre, j'avais le sentiment d'avoir face à moi soit des journalistes, soit des chercheurs ou des experts sur des sujets qui se parlaient davantage entre eux qu'à un jeune qui veut essayer de s'informer sur le sujet. Et donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait qu'on est aussi suivi avec mon équipe, avec notre travail, on a plus de 20 millions d'abonnés cumulés sur les différents réseaux sociaux, on est
l'une des premières ou la première source d'information chez les jeunes. C'est, je pense, cette attention certes sur la forme, on l'a dit, parce qu'on est sur des réseaux sociaux et on ne peut pas faire comme si ces codes-là et ces algorithmes ou ce fonctionnement-là n'existaient pas. Et en même temps, on a cette volonté d'avoir un contenu qui reste accessible. Et quand on écrit nos formats et nos vidéos, même sur des sujets qui sont récurrents dans l'actualité, on essaie toujours de se dire, bon bah là on fait une nouvelle vidéo sur, je sais pas, la guerre en Ukraine. Comment est-ce qu'on s'assure que quelqu'un qui veut s'intéresser à ce sujet pour la première fois ait vraiment les clés en main à travers cette vidéo. Et après, pour simplement terminer là-dessus, on a souvent l'image que les jeunes s'informent à travers uniquement des contenus courts. Alors dans le cas de TikTok, du fait du réseau social, c'est le cas. Quoique, on l'a dit tout à l'heure, il y a des vidéos plus longues qui commencent à bien fonctionner. Mais ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a un intérêt très fort des jeunes pour l'actualité, et ce n'est pas que sur du contenu court. Ces derniers mois, sur YouTube, on a publié une interview, je donne quelques exemples, mais de Fabrice Arfi, donc journaliste chez Mediapart, à propos de l'affaire Nicolas Sarkozy et Kadhafi. C'est une interview qui a fait près de 2 millions de vues, alors qu'elle dure 1h30, et c'est un sujet qui n'est pas le plus facile. On a fait beaucoup en fait, d'interviews de ce type-là sur des sujets politiques, avec des journalistes, avec des politiques aussi parfois. Et c'est des contenus qui intéressent y compris un public jeune. Donc ça, c'est peut-être la dimension positive aussi que je souhaite aussi apporter à tout cela, c'est qu'il y a un intérêt très fort des jeunes pour l'actualité et aussi l'actualité politique. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on adresse ces sujets-là, comment est-ce qu'on les porte et comment est-ce qu'on les amène à ce public-là, et ça vaut aussi sur TikTok. Quand je me suis lancé en 2020 avec mon équipe sur TikTok, j'aurais dit il faut qu'on soit là. C'est potentiellement des collégiens notamment qui ne nous suivent peut-être pas sur YouTube, mais qu'il faut informer dès le plus jeune âge et sensibiliser à certains sujets en ayant cette rigueur journalistique. Et donc c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres collègues qui souhaitent poser des questions. Car je dirais... Madame Barbré ? Non. Alors, moi, je vais rentrer un peu dans le détail de la monétisation des contenus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important, parce que la monétisation est un peu une boîte noire, on l'a évoqué tout à l'heure, et vous l'avez vous-même un peu dit, mais en gros, ça rapporte combien de faire des vues ? Voilà. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai le droit de communiquer publiquement, en tout cas, sur les chiffres, mais je pourrais vous transmettre des éléments. Ce que je peux vous dire, c'est que malgré les près de 2 milliards de vues qu'on fait par an sur la plateforme, c'est très loin de pouvoir payer une équipe de journalistes, très loin même. Donc en proportion même par rapport aux autres réseaux sociaux, pour y répondre notamment, YouTube par exemple a un programme de monétisation qui est beaucoup plus abouti et qui est en termes de rémunération beaucoup plus important. L'une des différences quand même qu'il faut noter dans le fonctionnement d'une plateforme comme TikTok, c'est que YouTube, vous êtes rémunéré, en fait vous avez près de la moitié de la monétisation d'une vidéo qui vous revient en tant que créateur de contenu, l'autre moitié revient à Google, et c'est la monétisation via les publicités qui s'affichent avant la vidéo. Donc en fait, le mode de calcul et le fonctionnement est assez clair, c'est que Google a son fonctionnement que je ne connais pas dans le détail, mais de système d'enchères et d'annonceurs qui veulent être présents sur la plateforme. S'il y a en fait une publicité qui est diffusée sur notre vidéo, avant notre vidéo, en fait, il y a un partage des revenus qui est fait. Dans le cas de TikTok, ce qui est beaucoup plus compliqué déjà dans le fonctionnement, c'est qu'il n'y a pas de publicité avant une vidéo. Avant une vidéo spécifiquement. Il y a une publicité entre des vidéos. Donc déjà, c'est un premier élément de différence, je trouve, dans le fonctionnement de la monétisation. Et ensuite, un peu plus dans le détail du coup, nous, ce qu'on a vu, c'est que TikTok a lancé un programme de monétisation, alors, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça devait être il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans. Près de 3 ans maintenant. Et on a vu au fil des mois que la rémunération, et donc notamment le revenu pour 1000 vues, a complètement fluctué au fil des mois, et je pense que c'était des expérimentations de leur côté. Aujourd'hui, encore une fois, ce que je peux vous dire, et je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez à l'issue de cette audition plus d'éléments, c'est que c'est des revenus, malgré notre volume d'audience, qui sont minimes, ou en tout cas qui ne permettent absolument pas de payer quelconque journaliste ou équipe, en tout cas de rédaction sur tout ça. On a l'impression qu'il y a des influenceurs qui parviennent à générer avec la plateforme, mais c'est peut-être plus avec les lives, des dizaines de milliers d'euros par mois. Alors, typiquement, ce n'est pas notre cas sur l'ordre de grandeur de monétisation sur ces contenus-là. On est bien en dessous de ça. Je pense qu'il y a 2 éléments de distinction. Effectivement, la question des lives, à ma connaissance, mais on fait peu de lives nous-mêmes, mais à ma connaissance,
pourrait rapporter davantage peut-être que la simple diffusion de vidéos comme on le fait. Ça, c'est peut-être un premier élément de réponse. Et puis par ailleurs, ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que de notre côté, on a une équipe, on a 30 personnes dans l'équipe, dont 10 journalistes. Donc forcément, on n'est pas dans le même cadre et dans la même situation qu'un créateur de contenu tout seul qui va faire des vidéos et l'intégralité de l'argent, en quelque sorte, va lui revenir. Donc c'est là aussi où sur les ordres de grandeur, on n'est pas sur les mêmes, sur le même fonctionnement. Mais je pourrais vous transmettre avec plaisir d'autres éléments là-dessus. Ce qui est simplement ce qu'on sait de notre côté, c'est que les contours de cette monétisation sont flous de notre côté. Encore une fois, on a des indicateurs, on sait qu'une vidéo de plus d'1 minute a tendance à être monétisée, alors qu'une vidéo de moins d'1 minute, a priori non, mais ça s'arrête plus ou moins ici, quoi. Devant les effets néfastes de TikTok sur certains jeunes, la ministre déléguée au numérique veut interdire l'accès à Snapchat, Instagram et TikTok aux moins de 15 ans. Alors qu'en pense Hugo Décrypte? Écoutez sa réponse. Alors, il y a une question que Madame la rapporteure pose d'habitude, mais que je vais vous poser vous. Tu la connais? Parce que dans le débat public, il y a une idée qui est est-ce qu'il faut empêcher les réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et quel est votre point de vue sur ce sujet? Effectivement, j'ai entendu, j'ai pu voir qu'il y avait quelques auditions ces derniers jours. J'ai cru comprendre que la question revenait étonnamment souvent. Je suis pas super à l'aise avec l'idée. En fait, c'est pour deux raisons. Déjà, j'ai des questions sur leur pratique et la façon pratique et technique de le faire. Je ne sais pas si c'est réellement envisageable. Je ne sais pas si, même si demain on arrive à avoir un système qui fonctionne sur une plateforme, s'il n'y a pas un risque que des personnes aillent sur d'autres plateformes directement. Donc, pour tout un tas de raisons, j'ai du mal à voir la chose d'un point de vue technique. D'un point de vue de principe aussi, je comprends comment on peut voir ça comme une façon de minimiser les risques chez les mineurs. En même temps, j'ai le sentiment que ce serait aussi se détourner d'un sujet plus large. Et quand on parle de la question de la santé mentale ou de l'impact psychologique ou de la question des fausses informations, ce n'est pas que chez les jeunes. C'est même d'ailleurs parfois, si on parle de la question des fausses informations, encore plus présent chez d'autres tranches d'âge dans certains cas et selon les sujets. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est à titre strictement personnel pas quelque chose qui me paraît forcément le plus efficace. Mais voilà. Voilà pour ces auditions devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui étudie les effets psychologiques toxiques de TikTok sur les plus jeunes. Fin novembre, un collectif de 7 familles a assigné TikTok en justice, accusant le réseau social d'avoir exposé leurs enfants à des contenus pouvant les pousser au suicide. On continuera à suivre ces auditions très intéressantes. À suivre l'influenceur Adé Laurent qui a fait l'objet d'un signalement de la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, Aurore Berger. C'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.